Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je suis ravi d'accueillir ce soir Jean-Luc Savy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Juvignac depuis 2014, élu à la métropole en charge des pistes cyclables, donc des vélos, donc des transports. Vous avez cette délégation aux côtés de Julie Fraîche. On va évidemment en parler tout au long de cette émission parce que ce sont des sujets importants pour les citoyens qui sont au cœur de votre ambition municipale, puisque vous lancez le 15 mars une opération un peu originale, innovante dans ce pays, puisque vous réunissez 300 citoyens dans une salle pour réfléchir au Juvignac de 2040. Parlez-nous de ce projet qui est assez formidable. Eh bien effectivement, je pense qu'il faut avoir pour ambition d'associer les citoyens à tout ce qui peut les concerner, les usagers en général, qui peut mieux que les seniors parler des seniors, qui peut mieux que les sportifs parler des sportifs, et qui peut mieux que donc les citoyens s'emparer d'un projet de cœur de ville, puisque Juvignac est composé de 9 quartiers, juxtaposés, sans cœur historique de la ville, puisqu'il y avait 50 habitants il y a environ 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes 12 104. Et donc ce cœur de ville profite à tout le monde, doit pouvoir profiter à tout le monde dans son évolution pour l'horizon 2040. Et donc on a associé effectivement la population qui a été tirée au sort sur des listes électorales, plus tous ceux qui souhaitent venir. Donc ça fait 300 personnes qui le 15 mars pourront commencer à dessiner ce cœur de ville de 2040. Comment le souhaitent-ils ? Alors quoi ça va se passer concrètement ? Parce que 300 personnes, elles vont être auditionnées, elles vont pouvoir échanger, débattre. Qui pilote tout ça ? Alors c'est un cabinet spécialisé, donc c'est Palabréo, qui a l'habitude de travailler avec des villes en France, petites et grandes, sur les concertations citoyennes, qui s'associe avec nous pour faire travailler sous forme de tablée, une 35-40 tables environ de 8 personnes qui vont pouvoir débattre ensemble de ce qui finalement fait la ville de demain, à notre sens, à savoir la marchabilité des villes. Et qu'est-ce qui fait que la place de l'humain dans les villes, dans l'espace public, peut être renforcée par le fait que la voiture peut être d'un côté, l'espace pour les humains de l'autre, et comment est-ce qu'on rend petit à petit peut-être des rues-parcs, des carrefours vivants, des îlots de fraîcheur, des espaces pour aller dans les écoles autrement qu'en voiture, ou bien dans le futur collège puisqu'on en aura un. Comment l'attractivité commerciale aussi peut être renforcée par le fait de venir peut-être différemment qu'en voiture dans un commerce. Et donc c'est toutes ces questions qui nous préoccupent, avec ce chapeau général évidemment la transition climatique, énergétique, bien sûr. Et ça veut dire, Jean-Luc Savy, que les citoyens vont pouvoir décider de quelle installation ici, de quel aménagement. Ils vont aller jusqu'à ce détail-là dans ce cœur de ville ? Alors, il faut rappeler que nous sommes dans une démocratie représentative, donc les habitants vont faire des propositions, nous on va pouvoir effectivement les faire travailler. Ils ne vont pas donc décider, c'est vraiment les élus qui vont décider d'ici l'été. Mais effectivement, sur 3 temps, le premier temps, ils vont commencer à débattre entre eux, de savoir c'est quoi la place de l'habitat, la place des seniors isolés, est-ce que les femmes seules, comment est-ce que les étudiants s'organisent dans la ville et dans la vie, comment est-ce que du coup ces espaces publics qui manquent peut-être, culturels, associatifs, sportifs, dans le cœur de ville, peuvent évoluer. Donc ils vont faire des propositions qui vont être affichées, qui vont être transparentes, qui vont être rendues compte. Puis il y aura un deuxième temps le 10 mai pour un jeu de l'aménageur. Alors là, effectivement, les habitants pourront dessiner de leurs envies de manière très, très concrète sur le territoire. Et puis fin juin, on viendra rendre aux habitants compte de ce qu'ils ont dit, de ce qu'on retient de ce qu'ils ont dit, de ce qu'on met à l'étude, et puis de ce qu'on ne retient pas, en expliquant pourquoi on ne le retient pas. Avec un calendrier ensuite de réalisation, de mise en œuvre de tout cela, d'ici à 2040. Alors voilà, on travaille à l'échelle du mandat aujourd'hui, à celle de 3 ans, de se dire, est-ce que finalement ce projet à l'horizon 2040 peut s'inscrire de manière opérationnelle, évidemment, mais surtout de l'écrire dans le cadre du PLU en cours d'élaboration, PLU intercommunal, qui permettra de nous dire, en centre-ville, qu'est-ce qu'on souhaite inscrire juridiquement, de sorte que chacun des 400 propriétaires qui sont composites dans cet espace central de Juvignac
puisse comprendre les règles dans lesquelles il vit d'un point de vue du PLU. On comprend bien dans vos propos que la démarche citoyenne était nécessaire pour vous, fondamentale. Comment ont réagi les habitants de Juvignac qui parfois ont un regard sur la démocratie, sur les conventions collectives, sur citoyennes qui ont été mises en place ces derniers mois, un regard suspect? Oui, effectivement, je peux le comprendre, sachant que dans le mandat précédent, on avait organisé comme ça quelques concertations citoyennes pour un parc, le parc Saint-Hubert, par exemple, qui a permis aux habitants de pouvoir s'emparer de cette question. C'est quand même un budget d'1 million d'euros, ce qui est important pour la ville. Je rappelle que nous, c'est 12 millions d'euros le budget. C'est vrai que on l'a eu fait sur une salle sportive, la plus ancienne de Juvignac, la salle de Brunellis, où les usagers, donc les associations sportives culturelles, sont venus pour pouvoir exprimer ce qu'elles avaient envie d'imaginer dans cette modernisation. On l'a eu fait pour des terrains sportifs, soit tennis, un boulodrome, un stade de rugby. Et finalement, on s'est aperçu que on peut avoir des personnes qui viennent mobiliser contre tout, ou contre ceci, contre cela, d'autres pour ceci, pour cela. Et que c'est l'addition des contraires qui crée l'intelligence collective et qui permet finalement aux élus de se dire, mais oui, c'est ça l'intérêt général. L'intérêt général, c'est finalement la somme, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est ce qui les dépasse. Et on peut s'appuyer, nous les élus, de manière très claire sur cette volonté citoyenne parce qu'elle est multiple, justement. Voilà un vrai décalage entre ce que vous nous dites et ce qu'on peut observer à l'Assemblée nationale où l'intelligence collective, par exemple, et là les Français le voient, n'est pas tout à fait au rendez-vous quand même. Alors je m'abstiendrai de commenter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Mais vous êtes maire, vous êtes élu. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas dans un parti politique et du coup, je n'ai pas... Enfin, j'ai un œil, effectivement, comme vous, assez critique sur ce qui peut se passer. Je considère que il vaut mieux débattre à l'Assemblée nationale que dans la rue. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir mis des députés composites qui permettent justement de pouvoir entre eux former l'intelligence collective. Et il est dommage que des députés n'aient pu aller au bout d'un texte, peut-être par le système lui-même. En tout cas, c'est vraiment dommage d'arriver à ce que l'émotion prenne le pas sur finalement l'intérêt général, encore une fois. Une démocratie apaisée, c'est cela, c'est-à-dire la mise en commun des avis, des commentaires, des Français finalement dans toute leur diversité. Je crois, et les médias font partie de ce qui permet à chacun de s'exprimer. D'ailleurs, c'est ce que vous faites à la fois au Midi Libre, mais ici sur Aviva. C'est aussi le cas malheureusement des réseaux sociaux. Et là, on voit comment effectivement les discussions, j'allais dire bar PMU, sans que ce soit péjoratif, bien sûr, trouvent un amplificateur énorme dans le champ social et qui viennent complètement parasiter, perturber et créer presque du repli sur soi. Presque de l'inverse de l'intelligence collective parce qu'on n'additionne plus les éléments disparates mais on les oppose et on crée des polarités qui finalement viennent en jugement de l'autre. Je ne suis plus en débat avec l'autre, je suis en jugement de ce qu'il dit. Parce qu'avec ma communauté, on est d'accord contre la vôtre. Et ça, je trouve, c'est délétère. Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, vous êtes l'invité de Libre-Échange sur Radio Aviva. Je voudrais qu'on parle de cette délégation qui est la vôtre, celle des pistes cyclables, parce qu'elle va dans le prolongement du projet que vous portez sur Juvignac 2040 et de la place de l'humain au cœur de la ville. Ça passe souvent par les transports doux, le vélo, la piste cyclable. Quels sont les projets qui vont être portés dans la métropole et au sein de votre commune sur les pistes ? Oui, je pense que sans opposer les modes de transport entre eux, il faut effectivement les additionner. On a besoin de la voiture, on a besoin des bus, des trams, on a besoin des vélos, on a besoin des trottinettes, et puis ces nouveaux engins de déplacement que les jeunes utilisent. Donc on ne peut qu'accompagner tous les modes de transport et ne pas les opposer. Ça, pour moi, c'est fondamental. Il faut que la voiture ait sa place pour que les personnes qui ne peuvent pas faire du vélo parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont trop âgés, en difficulté, parce qu'il faut s'en servir pour travailler ou pour aller faire des courses ou pour aller amener ses enfants à l'école, peu importe. Il faut que les gens qui peuvent faire du vélo le fassent. Peut-être 100 jours par an et sur 365, au moins prendre son vélo. On sait qu'aujourd'hui, on approche les 40 000 personnes qui ont commandé un vélo électrique neuf avec la prime de 500 €, par exemple. Ce qui, on voit tous les matins 140 000 personnes qui rentrent dans la métropole et qui en sortent le soir. C'est des flux importants. Si les 40 000 vélos prenaient une fois ou deux par semaine leur vélo pour aller dans Montpellier, sachant que la moitié des transports font moins de 3 km et qu'il est quand même pas très difficile de pouvoir l'imaginer. Alors bien sûr, il faut les infrastructures, il faut les aménagements, et on voit tout le travail de longue haleine qu'il faut pour... Les a-t-on d'ailleurs, ces infrastructures ? Exactement, alors exactement pas ici, et là, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui des continuités cyclables suffisantes qui permettent à chacun de se sentir en sécurité, notamment dans la ville de Montpellier, mais pas que, c'est à l'échelle des 31 communes. Donc chacun des maires, aux côtés de Julie Fraîche, aux côtés des services de la métropole, réfléchit depuis 3 ans sous forme
d'ateliers participatifs pour essayer de se dire mais comment dans ma commune, comment le lien avec les communes voisines, comment est-ce que tout ce qui relève de pistes cyclables, donc on appelle ça des vélolignes qui vont émerger. La cartographie a été présentée en conseil de métropole. Oui. Une quinzaine de vélolignes qui, dans des radiales et des trajets plus circulaires, vont pouvoir permettre de rentrer dans la ville de Montpellier tous les matins de manière un peu plus sécurisée. En tout cas, à l'échelle du mandat, il y a 150 millions d'euros, dont à peu près la moitié de ce budget qui est prévu sur ces vélolignes. Donc c'est majeur. Vous comprenez l'irritation, parfois la colère des automobilistes qui estiment que finalement il y a toute une stratégie anti-voiture, pro-vélo, qui met en difficulté ces mêmes automobilistes qui en ont besoin de leur voiture. Oui, je comprends tout à fait. C'est tout à fait légitime que les automobilistes puissent se dire, bon, les vélos, il y en a 2 qui roulent, moi je suis dans un bouchon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut savoir qu'il y a 6000 personnes de plus qui habitent dans la métropole tous les ans, et chacun vient avec 2 voitures, et donc ça fait autant de voitures qui, pendant ce temps, forment des bouchons. Le bouchon, c'est toujours l'autre, c'est jamais moi, Bien sûr. c'est l'autre. Donc les gens disent, moi je roule en voiture, mais je voudrais que l'autre roule. Voilà. Montpellier, je crois que c'est la 3e ville de France en temps passé dans les bouchons. Donc, et le baromètre de la Fédération française de randonnée disait Montpellier, c'est la 11e ville marchable sur 12 en France. Donc, on voit bien comment, sans opposer les piétons, les vélos et les voitures, il faut donner la place à chacun. Et finalement, historiquement, peut-être que cette ville de Montpellier, cette métropole, n'a pas été pensée de manière à agir rapidement. Donc, aujourd'hui, les frustrations, elles sont légitimes. Les travaux dans la ville de Montpellier, le voient, renforcent les difficultés de circulation et l'exaspération des personnes. Et en même temps, c'est aussi un des outils à mon avis, de la bascule cognitive, de se dire, mais moi j'en ai marre. J'en ai marre de faire des bouchons tous les matins, et si j'osais me déplacer autrement, regardez comment passe le tram, où est-ce que passe le bus, est-ce que peut-être je peux faire du covoiturage avec l'Axit ou avec des amis, est-ce que peut-être je peux acheter un vélo, et si oui, comment ça marche, est-ce qu'il y a des formations pour les vélos. Par exemple, il y a des programmes Savoir rouler à vélo. Nous, à Juvignac, on le fait, la métropole l'a voté, mais on le fait aussi pour que tous les enfants apprennent à faire du vélo, se sentent en sécurité, etc. et emmènent leurs parents peut-être à vélo ou à pied plutôt qu'en voiture. La métropole a voté le transport gratuit au sein de la métropole pour le 21 décembre, après un certain nombre d'étapes depuis l'élection de Mickaël Delafosse à la mairie de Montpellier, à la tête de la métropole. Vous êtes en ligne avec ce projet de gratuité ? Vous pensez que c'est nécessaire ? C'est un programme de l'équipe de Mickaël Delafosse. On l'a pris à bras-le-corps parce qu'effectivement, je pense que c'est une expérimentation qui peut être tout à fait intéressante et qui peut être démonstrative en France de ce qu'on peut imaginer en termes de déplacement alternatif à la voiture, mode doux, etc., dans le cadre de la ZFE. Je rappelle quand même qu'effectivement, la ZFE, pour les foyers les plus modestes, ça peut être compliqué, donc il faut aussi accompagner et trouver des moyens d'accompagnement. La gratuité des transports est une des réponses. Moi, j'ai hâte de la voir vraiment très concrètement à partir du mois de décembre. Effectivement, il faut que le réseau fonctionne, il faut que les trajets soient à la fois sécures, on l'a dit pour les vélos, mais confortables pour les gens, dans les bus et dans les trams. Donc, il faut vraiment que le réseau soit performant à ce moment-là pour que l'attractivité demeure et qu'on ait beaucoup de personnes dans la gratuité. Il faut que les actifs, le matin, puissent effectivement se dire bah oui, je vais peut-être pas prendre ma voiture parce que maintenant c'est gratuit, donc je vais prendre le bus, je vais prendre le tram. À Juvignac, on a la chance d'avoir la ligne 3 de tram, avec son terminus de l'autre côté, on est à Pérols. On a la ligne 25, et donc de bus qui peut rabattre au niveau du tram, et donc des pistes cyclables le long de cette ligne 3, qui est une autoroute à vélo depuis Juvignac vers Montpellier. On peut tout à fait facilement, par tous ces moyens, entrer dans Montpellier le matin, en tout cas pour aller travailler. À condition de ne pas attendre trop longtemps sur le quai, le tram que l'on est censé prendre. C'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, la métropole et la TAM sont en charge d'essayer de vraiment faire en sorte que ce réseau qui est très tendu avec les travaux de la ligne 5, mais qui est parce qu'il est en surcharge de la demande, je pense, crée des difficultés. Je sais aussi que sur les passages du tram, les incivilités des uns et des autres font que les trams ralentissent. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a une expertise très forte de la TAM et de la métropole pour essayer de comprendre comment ce réseau fonctionne et comment il devra fonctionner demain, en sachant que tout ça, c'est du temps long aussi, mais l'impatience, elle est d'aujourd'hui. Alors évidemment, une métropole qui est très concentrée sur ces sujets, la place de l'humain au cœur de la ville, on l'a dit, les transports, concentrés aussi sur le respect des identités et des traditions. On l'a vu ces dernières semaines avec la grande manifestation organisée le 11 février pour le respect, pour le maintien des traditions locales. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que vous pensez que c'est moderne de respecter les traditions et de les faire vivre dans sa commune ?
Oh oui, je pense que les traditions, l'identité communale, ce qui fait finalement le sel j'allais dire, pas de la cohésion sociale, mais en tout cas de l'identité peut-être d'une commune. Juvignac est une commune qui avait 50 habitants, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas cette identité justement très historique, pour laquelle on a dû inventer via la culture, mais pas que, une forme d'identité qui pourrait être protéiforme comme ça. Mais globalement, sur le sujet que vous évoquez, moi je suis de Saint-Gély-du-Fesque, j'ai toujours couru après les taureaux dans les Anciéros quand j'étais gamin, donc j'ai adoré ça, etc. Je suis conscient de la maltraitance animale et opposé au fait moi j'ai découvert des choses, peut-être des pratiques qui peut-être évoluent, mais ça je sais que le monde rural s'en préoccupe, donc j'ai pas de jugement négatif sur ce qui se passe. Par contre, là je le dis à titre personnel, moi les corridas où on tue le taureau à la fin, voilà, c'est pas ma tasse de thé. En revanche, vous défendez la course camarguaise et ce qu'elle défend elle-même, son identité et sa culture. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Cela a provoqué quand même un petit débat politique au sein de la métropole. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'en ai pas pris part. Pourquoi ? Parce que Juvignac, on n'a pas de tradition taurine, et du coup, on n'a pas non plus d'association ancienne, on n'a pas d'arène, on n'a pas de Anciéros, etc. Mais je comprends tout à fait les collègues qui peuvent s'émouvoir de cette question. La culture passe aussi par la défense de la diversité. On le voit avec Montpellier, qui est candidate au label Capitale culturelle européenne pour 2028. On connaîtra vendredi les noms des communes dans la shortlist avant la désignation au mois de décembre prochain de la Capitale culturelle européenne 2028. Évidemment, tout le monde espère que ce sera Montpellier. Comment s'intègre votre programme culturel dans cette candidature ? Bien, je crois que depuis 9 ans, avec toute mon équipe et Laurent Rush qui est adjoint à la culture et qui porte avec nous cette ouverture, parce que je crois que la culture, c'est effectivement, là pour le coup, quelque chose qui doit se diluer des murs dans lesquels souvent elle peut être inscrite. À 4 murs, en musique, en opéra, en théâtre, en musée. Donc je trouve que, en tout cas, la culture pour nous, puisqu'on a la chance d'avoir une commune jeune, c'est de pouvoir nous exprimer dans l'espace public et de faire finalement d'aller à la rencontre de ces publics peut-être invisibles, moins connus, dans l'espace public. Donc c'est vrai qu'on on regarde avec beaucoup d'intérêt, par exemple des compagnies qui, comme la CIA, se font du théâtre de rue. On a, nous, l'Ateline, qui est une émanation de la CIA, dans l'hôtel des Postes à Juvignac, en plein centre-ville, et qui fait de l'activation culturelle de l'espace public. On a monté, par exemple, un festival de street art qui, effectivement, chaque année vient produire dans l'espace public des œuvres pour le prétexte de la rencontre. On revient à l'anthropologie dont on a parlé en amont tout à l'heure, et de se dire comment, avec les citoyens, le vecteur culturel est l'un des éléments de la rencontre et l'un des éléments de je rencontre l'autre qui est différent et donc je commence à parler. Et je ne suis pas en repli par devers moi. La culture, c'est un vecteur immense et majeur de ce point de vue. Donc je soutiens tout à fait avec mon équipe ce projet de Capitale culturelle 2028 parce qu'effectivement, il est fondamental. Juvignac s'inscrira et s'inscrit effectivement dans cette démarche parce que on profite aussi des outils métropolitains. Ça peut être le cirque, Montpellier la métropole fait son cirque, ça peut être aussi le domaine d'eau, ça peut être aussi le théâtre Jean Villard, ça peut être aussi des manifestations, en tout cas métropolitaines, qui rejaillissent sur les 31 communes, et Juvignac fait sa part. Donc il y a forcément un travail en réseau pour valoriser et favoriser l'accès à la culture. Je crois, forcément, on a, par exemple, je prends les entités Montpellier Danse, c'est extraordinaire. Bon, effectivement, si Montpellier Danse reste entre ces 4 murs, ce qu'elle ne fait pas, elle perdrait cette capacité à produire de la vie, tout simplement, à l'échelle donc des 31 communes. Et on a la chance de pouvoir les voir venir dans l'espace public, souvent l'été, avec des danseurs qui viennent magnifiquement présenter leur production. Ça peut être aussi le festival qu'on organise avec Grabel et La Vérune, avec Juvignac, sur le piano dans tous ses éclats. Bon, des pianistes de talent qui viennent de Paris, de France ou d'ailleurs, et qui viennent avec parfois un piano à queue, montrer à des enfants qui n'ont jamais vu, qui sont à 2 mètres d'un pianiste, et qui voient tout d'un coup quelque chose de dingue se passer devant eux. Et donc comme ça, c'est cette culture qui va vers, et dans les écoles, et dans l'espace public. Donc la culture, pour ça, elle est, je redis, un vecteur de milliards de choses qu'on ne soupçonne même pas dans la production qu'on peut produire dans la production qu'on peut faire naître dans l'esprit d'un enfant qui peut-être était très éloigné de par son parcours de beaucoup de choses.
Un mot sur le sport. La France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques. L'Occitanie ne sera pas en reste parce que plusieurs sites, une quarantaine, vont accueillir des sportifs de haut niveau pour leur entraînement. Comment allez-vous à Juvignac vous intégrer dans cette dynamique sportive autant que vous le faites pour la culture ? Alors effectivement, j'ai la chance dans mon équipe d'avoir une conseillère communautaire qui est aussi championne du monde de judo, donc Marie-Delphine Parpillon, que je me permets de citer. Et on a obtenu à Juvignac le label Terre de Jeux, donc on est inscrit depuis déjà début du mandat, et avec Marie-Delphine et toute l'équipe, dans cette perspective. Effectivement, en travaillant avec le tissu associatif local, déjà sportif, qui est très riche à Juvignac, et puis en donnant les moyens. Donc ça peut être des stades rénovés, on l'a fait pour le stade de rugby récemment et on continue. Et puis, on va avoir un complexe sportif à côté du futur collège, ou plutôt à côté de la troisième école Nelson Mandela, avec des anneaux d'athlétisme autour, avec tout un qui va sortir justement en 2024, en même temps que l'arrivée du collège, et qui va permettre à toutes ces associations de s'exprimer dans un espace complexe sportif qui, sur l'arrière, aura des plateaux pour les jeunes et les moins jeunes, avec l'accessibilité, parce qu'on est beaucoup tourné vers le handicap aussi, pour que toutes les générations puissent s'exprimer à travers le sport. Donc, ça fait 2024, pour nous, c'est l'occasion pour Juvignac, en tout cas, de s'inscrire dans ces démarches, parce que le sport, comme la culture, est l'un des vecteurs qui permet peut-être à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir trouver leur discipline intérieure, collective, de participer à la vie de la cité et non pas en repli sur soi. Donc oui, on est vraiment en phase avec ça. Alors, je vois face à moi un maire qui me semble heureux. Heureux d'être maire, un élu qui est heureux de porter cette mission. Je vous pose cette question et je fais ce commentaire parce que quand on reçoit beaucoup d'élus et on le voit dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, il y a une espèce d'esprit négatif, difficile, parce qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui et beaucoup d'attentes de la part des citoyens. Comment, alors vous êtes élu depuis 2014, vous avez évolué sur votre regard de maire et sur votre position, finalement, votre mission ? Je crois qu'on a eu la chance, entre guillemets, d'arriver dans un temps, 2014, où le Juvignac était comme une maison en ruine, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue des agents publics. On a dû refonder les fondations de la maison pendant le mandat précédent, et jusqu'à mi-mandat, on était vraiment dans cette difficulté-là. Et de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on se remonte les manches et qu'on va travailler en prospective à une dizaine d'années, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue, certes, PPI, donc on avait déjà une PPI depuis très longtemps, avec les partenaires, ça peut être des banques, etc. Il a fallu convaincre le préfet, etc., la Chambre régionale des comptes à l'époque, je passe les détails. Et c'est vrai que ces difficultés, je pense, nous ont confortés dans l'idée que finalement, et non pas à toute chose malheur est bon, je dis pas ça, mais il y a toujours une opportunité à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on vient dire les dotations baissent, l'inflation augmente, etc. Ok, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et je pense qu'on est là pour avoir des solutions, des clés. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'élus, il n'y aurait pas besoin de personne. On tournerait avec comme une, je dirais, quelque chose qui tourne tout seul. On a besoin d'innovation, donc on a besoin d'inventer, on a besoin d'associer, peut-être des cofinancements, des partenaires qu'on n'avait pas, peut-être la région, l'État. Cette semaine encore, j'avais le secrétaire général de préfecture dans mon bureau, je lui parlais de ce complexe sportif. Voilà, il a compris l'importance du projet. Et bon, j'espère qu'il va nous aider. En tout cas, il a cette volonté. Je pense que de la difficulté naît la capacité à rebondir, et individuellement ou collectivement. Vous disiez être heureux en tant que maire, oui, parce que finalement, maire, c'est un défi de chaque heure, comme pour vous au journal. Et je pense que c'est ces défis-là qui font le sel de la vie et qui sont producteurs d'intérêt général. La réforme des institutions imaginée par le président de la République, comment la voyez-vous de votre côté quand on est élu local, quand on est maire d'une ville comme Juvignac, un peu plus de 12 000 habitants? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'il peut faire qui vous aiderait? Je pense que cette réponse, elle nécessite... Il y a plusieurs niveaux de réflexion. C'est vrai que ce jeu entre centralisation, décentralisation, des pouvoirs, des financements, ça, c'est une vraie question qui se pose depuis toujours. Donc il y a ces mouvements de va-et-vient avec des balanciers, peut-être pour trouver un équilibre qui aujourd'hui n'est pas trouvé. J'entends parler de division encore des grandes régions. Est-ce qu'il faut donner plus Est-ce qu'il faut faire supprimer les départements? Est-ce qu'il faut donner une gouvernance différente aux présidents des métropoles? Est-ce que les présidents de métropole doivent être élus au suffrage universel ou pas? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Au fond, je pense qu'il faut s'en emparer. Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur toutes ces questions. Je pense qu'il faut, encore une fois, essayer de trouver le bon sens des territoires, parce que je suis persuadé que de Paris, on ne gouverne pas correctement. Donc, il faut vraiment que le pouvoir parisien, via les préfets, peut-être, soit décentralisé, que les liens
entre les élus et les instances étatiques soit vraiment fréquente, peut-être plus fréquente, peut-être qu'on a besoin d'avoir, souvent je fais référence au ministère de l'Intérieur, on travaille avec la gendarmerie, de manière assez en proximité du quotidien, mais quelles sont, à l'échelle plus large, les grandes stratégies de l'année en cours en matière de sécurité, on parlait de circulation, donc il faudrait qu'on ait des instances peut-être de décision plus locales, associant les députés, les sénateurs, associant les grands décideurs révoltés autour de grandes questions de bassin de vie économique, on parle de littoral. Il faudrait qu'on fasse ça régulièrement. Écoutez, le message est passé, on le fera passer au président de la République, Jean-Luc Savy, maire de Juvignac. Il nous reste une petite minute. Si vous deviez donner aux auditeurs quelques éléments de votre programme culturel, je sais pas, sportif, dans les prochains jours, prochaines semaines, qui les inciteraient à venir à Juvignac. J'espère que ce n'est pas une question piège. Pas du tout. Au plan culturel, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais puisqu'on est en mars, on a le mois, enfin en tout cas la journée des droits des femmes, et on considère nous que c'est plutôt le mois des droits des femmes, mais pas que les droits des femmes, c'est aussi la reconnaissance des femmes dans l'espace public, dans la vie de tous les jours. Moi, je suis scandalisé de voir que depuis 2000 ans, les hommes maltraitent les femmes et qu'on continue de le faire aujourd'hui, qu'un homme, pendant qu'on parle tous les 3 jours, un homme tue sa femme. Enfin, c'est scandaleux, et le harcèlement de rue. Enfin, voilà. Ça me révolte. Donc on a des expositions là qui viennent au mois de mars, on a des femmes qui viennent exposer, on a des balades urbaines pour ces pionnières qui ont égayé la vie du monde. On a des collectes pour les femmes les plus modestes, on a beaucoup de choses qui se passent en mars, il faut regarder sur le site internet. Voilà. Eh bien, très bien. L'appel, là aussi, est lancé. Le message est passé. Merci, Jean-Luc Savy, maire de Juvignac. Vous étiez l'invité de Libre-Échange chez Radio Eva. Merci beaucoup. Merci. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.